Si aujourd'hui tu délègues la gestion de tes investissements avec un gestionnaire de fonds, donc en payant des frais relativement élevés, que tu en es conscient, mais que tu te dis que au moins c'est géré par des professionnels, qui aura de la rentabilité, etc., je vais te montrer pour quelles raisons dans cette vidéo c'est une erreur, avec vraiment une étude à l'appui que je vais pouvoir te dévoiler, puis vraiment te montrer détail par détail, et surtout en tant qu'investisseur particulier, comment est-ce que nous on va concrètement pouvoir faire un peu mieux que ces professionnels, faire mieux que la moyenne du marché, et vraiment avec l'explication de pourquoi finalement les fonds actions qui sont actifs ne battent pas les fonds indiciels et comment nous en tant que particulier on a la possibilité de faire quand même un petit peu mieux que ce qu'offre le marché. Si tu me connais pas, je m'appelle Jérémy. Aujourd'hui j'aide les salariés et indépendants en Suisse à investir en bourse en étant totalement autonome avec un process qui prend moins d'une heure par mois. C'est quelque chose qui est pertinent pour toi. En premier lien dans la description, tu as une vidéo qui te détaille vraiment toute la méthode qu'on utilise et qu'on enseigne à chaque élève qui rejoint du coup l'accompagnement. C'est vraiment le détail de ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc rapidement ici l'étude que je vais te présenter, c'est Spiva. Donc aujourd'hui peut-être que tu connais le fameux indice du S&P 500. Le S&P 500 c'est simplement un indice qui est créé par une entreprise qui s'appelle Standard & Poor's, et Standard & Poor's c'est une agence de notation, et ils ont fait une étude, une étude qui prend les indices, donc I c'est pour indice versus actif, donc les fonds indiciels versus les fonds actifs. En gros l'objectif c'est de te dire, si tu prends ton argent et que tu le mets, c'est un gestionnaire de fonds qui va activement acheter des actions, les vendre, acheter de l'or, acheter des obligations, etc. pour trader littéralement au quotidien, et bien concrètement, qu'est-ce qui va se passer si tu choisis en revanche un fonds indiciel où juste tu déposes de l'argent dans les ETF, les ETF vont faire leur vie et c'est tout. Et c'est vraiment la question qu'on va essayer de répondre, parce que souvent, et je t'inviterai peut-être à, si c'est pas très clair pour toi cette distinction fonds indiciel et fonds actifs, j'ai fait d'autres vidéos sur la chaîne où je te présente vraiment la distinction entre les deux et pour quelles raisons les frais vont être différents. Mais très rapidement, les frais sur un fonds de gestion active vont être beaucoup plus élevés parce que tu vas devoir payer en fait ces analystes, ces banquiers, etc. qui vont prendre ces décisions de acheter un petit peu de ça, vendre un petit peu de ça, etc. au quotidien. Et donc, ces personnes, faut les payer, tu les payes avec tes frais. Et simplement, en fait, on pourrait se dire, ouais, peut-être que je les paye cher, mais au moins j'ai la rentabilité derrière. Et justement, cette étude, elle vient te montrer qu'en fait, non, pas du tout. Tu vas non seulement les payer cher, mais en plus de ça, tu vas faire moins bien qu'un ETF qui va littéralement, lui, suivre le marché, où tu as des frais qui sont vraiment faibles, en général 0,03, 0,5% au maximum. Et dans un deuxième temps, je vais te montrer en tant qu'investisseur particulier, pour quelles raisons on peut quand même aller faire un petit peu mieux que le marché. Le but, c'est pas de te dire que tu vas exploser le marché, que tu vas le battre d'année en année, mais sur le long terme, tu peux littéralement aller faire 1-2% en plus que ce qu'offre le marché, et sans forcément prendre des risques démesurés. Et je vais te montrer comment est-ce qu'on peut fonctionner. Donc l'étude Spiva ici, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Si je prends le détail, on voit qu'on est de 2001 à 2022 et en fait on voit toutes les années de sous-performance des fonds actifs par rapport au S&P 500. Alors qu'est-ce que nous dit l'étude en entier? Je te la mettrai dans la description, elle fait une cinquantaine de pages. Là j'ai juste isolé plutôt quelques graphiques qui sont vraiment pertinents. Ce que ça nous dit, ça nous dit pas que en 2001 les fonds actifs ont sous-performé de 65% par rapport au S&P 500. Ça nous dit que sur la totalité des fonds actifs en 2001, 61% d'entre eux ont sous-performé le S&P 500. Et 2022, 51% d'entre eux ont sous-performé. 2021, 85% d'entre eux ont sous-performé le S&P 500. Donc, de manière générale, si on fait une ligne droite, on voit que ça fait quand même un peu plus de 20 ans que la moitié des fonds actifs sous-performent chaque année le S&P 500. Donc, le S&P 500, c'est le 500 plus grosses entreprises américaines. Et on voit qu'en fait, quand on va payer littéralement des frais qui sont relativement élevés dans une banque, une assurance, peu importe, pour avoir un fonds de gestion actif, en fait, 50% du temps, il fait moins bien que si on avait juste pris ce même argent et qu'on l'avait investi nous-mêmes dans un ETF S&P 500. Ensuite, ce qu'on peut voir ici sur ce deuxième graphique, c'est les fonds qui vont continuer d'exister après 10 ans. Ici, donc, on a après 20 ans, excuse-moi. Donc ici, on est sur les différents types d'indices. Tu vois qu'on a le All Domestic Fund, le Large Cap Fund. Donc large cap, ça va être les entreprises qui ont plus de 10 milliards de capitalisation. Les mid cap, ça va être en 2 et 10 milliards. Les small cap, ça va être entre 100 millions et 2 milliards. Donc c'est vraiment en fait tous les indices ici. Après, tu vas avoir des small cap value. Donc c'est pas exactement la même chose que des small cap all. Donc les all cap, c'est toutes les petites capitalisations. Là, c'est toutes les petites capitalisations, mais qui sont considérées comme de la value, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel de croissance qui est intéressant. Donc, c'est vraiment tous les différents indices. On va pas forcément tous les détailler. Ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'il y avait 2253 fonds actifs sur la partie domestic fund, donc c'est vraiment les actions générales, sur 825 sur les grandes entreprises, 403 sur les moyennes entreprises, 442 sur les petites entreprises. Et ici, c'est après 20 ans, combien de ces fonds ont survécu. Et on voit littéralement, il y a 32% sur les 2253 francs qui existaient encore après 20 ans. Pourquoi on dit qu'ils ont survécu? C'est parce que en fait, en
Bon, on va se projeter il y a 20 ans, hein. Donc en 2006, eh bien simplement on avait 2953 fonds et en 2026, on avait plus que 32%. Pourquoi? Parce que entre deux, en fait, ces fonds n'étaient plus assez rentables pour l'émetteur, donc pour la banque, pour l'assurance, peu importe, et simplement ils ont arrêté le fonds, ils l'ont supprimé. Donc c'est-à-dire qu'ils ont liquidé en fait l'argent qu'il y avait à l'intérieur et ils l'ont alloué peut-être à d'autres fonds, ETF, peu importe, d'autres investissements. Et simplement le fonds là en l'occurrence n'est plus proposé directement à leurs clients. Et il y a aussi le côté de ça rapportait plus assez d'argent. Parce qu'il n'y avait pas justement cette performance qui venait derrière. Donc les clients, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, quand ils voyaient qu'il y avait parce que la banque, faut imaginer qu'elle a plusieurs panels de fonds à proposer. Elle va avoir le 1, 2, 3, 4, 5, etc. Quand le client il voit que par exemple le fonds 1, ça fait peut-être 3 ans, 5 ans qui performe moins bien, parce que factuellement on voit qu'une année sur deux, bah, les fonds typiquement ont moins performé, enfin performent moins que le S&P 500. En fait, les clients ils vont naturellement diriger leur argent vers le fonds numéro 2 de la banque. Ce qui fait qu'après quelques années, en fait pour la banque, proposer le fonds numéro 1, c'est plus rentable. Donc ils vont simplement le supprimer. C'est pour ça qu'il y a plus que 32% des fonds qui existent après 20 ans, 27%, et si on fait typiquement juste une ligne droite, ici on voit qu'il y a quand même 50% qui existent après 20 ans, mais ça fait qu'en moyenne, très rapidement, hein, les 30-40% des fonds existent encore après 20 ans. Donc il y a littéralement 70 à 60% des fonds actifs qui n'existent plus au bout de 20 ans, ce qui pour un investisseur long terme est quand même une information assez conséquente. Et ici, style consistency, simplement les fonds qui ont été adaptés. C'est-à-dire que peut-être qu'en 2006, le fonds All Domestic Fund, il suivait toutes les actions du monde, et puis quand ils se sont rendus compte en 2011, 2012, enfin peu importe la période, que justement les investisseurs préféraient un autre fonds, en fait ils ont juste réorienté leur fonds, ils ont changé un petit peu l'indice. C'est plus les actions du monde, ça va être les actions du monde value, ça va être les actions, les moyennes capitalisation value. Simplement, il va être réadapté. Et donc, de nouveau, on voit, parce que de nouveau, il y avait assez de clients qui mettaient leur argent dans ce fonds, donc pour la banque, le fonds là était plus assez rentable. Et simplement, si on fait de nouveau une ligne droite, on voit qu'il y a, alors il y a peut-être 80% ici en bas, donc si on fait une ligne droite, on va être gentil, on va dire qu'il y a 50% des fonds après 20 ans qui ne suivent plus le même indice. Donc, c'est-à-dire qu'en 2006, quand toi tu décides d'investir dans les actions du monde entier, en fait, 20 ans plus tard, tu n'es plus en train de suivre les actions du monde entier, tu es en train de suivre peut-être les petites entreprises, les moyennes entreprises, et ça a été changé par la banque. Donc littéralement, toi, tu reçois une information, et c'est pas changé comme ça dans ton dos, et t'es pas au courant, mais c'est juste important de savoir que après 20 ans, environ 30% des fonds existent encore, et après 20 ans, environ 50% des fonds ont été modifiés, ne suivent plus le même indice, simplement parce que pour la banque, bah, c'est plus assez rentable, parce que les clients mettent leur argent dans d'autres fonds. Et si on prend exactement ici sur du coup 1, 3, 5, 10, 15, 20 ans. Donc c'est simplement en fait le fonds comparé avec son indice de référence. Donc là c'est directement comme on voyait plus haut, hein, les grosses entreprises, large cap, mid cap, etc. directement avec le S&P composite, donc les 1500 plus grosses entreprises américaines, les 500 plus grosses, les mid cap 400. Donc c'est à chaque fois le fonds comparé avec son indice et on voit en fait sa sous-performance, hein, underperforming sur 1, 3, 5, 10, 15, 20 ans. Et on voit que sur un an ça sous-performe de 50%. Mais si on se met quand même sur du 10 ans, parce qu'on est quand même des investisseurs long terme, hein, sur un an c'est complètement ok que ça sous-performe, hein, ça arrive, d'ailleurs c'est ce qu'on voyait ici, hein, et on n'est pas loin avec les 50%, si on regarde 50, 60, etc. Mais si on regarde sur du 10 ans, il y a quand même environ 90, allez 80%, on va nous être un peu sympa, 80% des fonds qui sous-performent littéralement leur indice de référence, ce qui est vraiment énorme. Donc l'information qu'on a là en disant que on va choisir des fonds actifs, où on va dire ok on paye un peu des frais élevés par rapport à un ETF, en se disant, enfin potentiellement on peut se dire, mais en fait je vais avoir une meilleure performance, je paye plus cher, mais au moins j'ai un meilleur rendement derrière. Bah réellement c'est faux, parce qu'on fait beaucoup moins bien. Et la raison est toute simple, hein, c'est que en fait on peut pas savoir littéralement qu'est-ce qui va se passer sur le marché. Les gestionnaires de fonds, ils vont avoir la pression des clients parce qu'ils doivent montrer des bonnes performances, donc ils doivent aussi montrer qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'il faut acheter de l'or, des obligations, des actions, revendre un petit peu de ça, etc. Et puisque personne n'a de boule de cristal, personne ne peut prédire le prochain Covid-19, la prochaine élection de Donald Trump, enfin peu importe, tous les événements macroéconomiques qui se passent, bah, simplement, on peut pas savoir en fait finalement quand il faut acheter précisément, quand il faut vendre précisément. Ça c'est tout le cœur du trading, et c'est ce qui explique justement un petit peu cette sous-performance, le fait que du coup certains fonds ne sont plus assez rentables pour la banque, donc ils vont être supprimés, voire adaptés, et surtout que sur le long terme, ils sont moins bien performants, qu'alors que si on avait juste choisi un ETF qui ne fait pas d'achat-revente, littéralement un ETF, son rôle c'est d'avoir les positions en portefeuille dans le panier et de ne rien faire, littéralement de juste suivre le marché, eh bien ça nous permet d'avoir une bonne performance.
Et la deuxième partie de cette vidéo, c'était de te montrer qu'en tant qu'investisseur particulier, cette fois, nous, on a la possibilité de quand même aller faire un petit peu mieux que le marché. On va, de nouveau, et le but, c'est pas vraiment l'objectif de cette chaîne, c'est vraiment pas de te promettre monts et merveilles, de dire que tu vas pouvoir exploser le marché, faire des super performances tous les ans, c'est vraiment loin de là. Il y a peut-être sur 1, 2, 3 ans consécutifs, tu vas faire moins bien que le marché, ce qui est complètement cohérent. Mais sur le long terme, c'est possible d'aller chercher 1-2% de mieux que ce que fait, en fait, simplement un ETF. Et comment ça? Eh bien, ici, je vais te montrer directement des grands investisseurs qui ont du coup fait des surperformances par rapport au marché. Donc ici sur l'axe vertical, tu vas avoir du coup la surperformance, et sur l'axe horizontal, le nombre d'années pendant lesquelles ils ont surperformé. Je t'ai mis en vert plusieurs investisseurs. Alors il y a une série, mais on a typiquement Warren Buffett, j'imagine que tu connais peut-être déjà. On a Benjamin Graham, Peter Lynch, Charlie Munger qui était en l'occurrence l'associé de Warren Buffett sur Berkshire Hathaway, qui est actuellement décédé. Et Benjamin Graham qui était du coup le mentor de Warren Buffett pour la partie plutôt du value investing. Donc c'est plus, enfin, ce sera d'autres vidéos sur la chaîne YouTube que je vais traiter de ce sujet, mais ce qui est important de comprendre, c'est que factuellement, on a des investisseurs qui ont déjà battu le marché. Maintenant, ce que je suis en train de te montrer là, c'est comme si je te disais que demain, tu vas être tennisman et regarde Roger Federer, il a tout gagné, donc c'est possible. Oui, c'est possible, mais c'est pas parce que justement ces investisseurs l'ont fait que toi, enfin nous à notre échelle, on va pouvoir répliquer exactement au pourcentage près la même performance sur la même durée. C'est pas l'objectif de ce que je suis en train de te dire, c'est juste de voir qu'en fait factuellement des investisseurs, alors c'est des investisseurs particuliers au début puis ensuite ils sont professionnalisés, mais justement ont réussi à battre le marché sur un certain horizon de temps et justement en évitant de faire du trading. Parce que la principale, et c'est vraiment le cœur de ce que j'aimerais te partager, c'est qu'aujourd'hui, si c'est possible justement de battre le marché en tant qu'investisseur particulier, c'est parce que nous, de notre côté, on n'a aucune pression de la part de clients. On n'a personne qui va venir nous dire il faut vendre des positions parce que là il y a un Covid-19, il faut vendre des positions parce qu'on a peur, il y a Donald Trump au pouvoir, il faut vite réinvestir parce qu'il y a ça qui se passe, et il n'y a aucune pression en fait de la part des clients, ce qui fait que quand on a une baisse de marché due à ce que je viens de t'énumérer, le Covid-19, Donald Trump, peu importe, en fait on va pouvoir conserver nos positions. On ne sera pas dans la contrainte de vite vendre parce qu'en fait les clients veulent récupérer leur argent, du coup il faut leur donner de la liquidité, donc du coup il faut vendre. Nous on peut conserver une action qui est en baisse de manière complètement cohérente. Si je te prends le Covid-19, tout ça, c'est le meilleur exemple. On avait Booking, Airbnb qui ont eu un moment compliqué, les gens ne pouvaient plus voyager, mais littéralement, quand le monde s'est réouvert, quand les frontières ont réouvert, Booking, Airbnb, elles ont explosé. Mais si on se projette dans la tête d'un gestionnaire de fonds, on se met en période un petit peu Covid, la planète est littéralement mise en pause presque du jour au lendemain sur tous les continents, mais en fait, on ne sait pas exactement ce qui va en advenir. Donc, le client qui a son argent dans un fonds, il va mettre la pression au fond pour dire, moi je veux récupérer mon argent. Du coup, eux, s'ils veulent du coup permettre au client de récupérer son argent, ils sont obligés de vendre des positions. Et quand ils vendent des positions, typiquement, ils vont regarder un peu les meilleures positions à vendre, les moins favorables. Booking, Airbnb sont en pause. On sait qu'ils vont pas générer du cash parce que toute la planète est en pause. Donc, enfin, ils peuvent pas voyager, donc ils peuvent pas vendre leurs produits et services. Donc, ils vont vendre ces positions. Donc, tout simplement, nous, en tant que particulier, dans la même situation, Covid-19, on voit que notre portefeuille est en difficulté, on a du Booking, du Airbnb en portefeuille, mais on sait qu'on est sur des investissements long terme, on n'a pas cette pression de quelqu'un derrière qui veut dire, viens, on veut récupérer notre argent. Donc on peut laisser en fait Booking, Airbnb durant la phase de Covid en portefeuille, et puis ensuite, 2022, 2023, etc., ces années qui ont suivi, de nouveau la croissance, elle repart à la hausse. Là où le fonds, lui, a encaissé littéralement une perte, nous, on a juste eu une moins-value latente pour un certain temps, puis ensuite c'est reparti à la hausse. Parce qu'on a ce côté où on n'a aucune pression de quelqu'un qui va nous dire il faut qu'on récupère l'argent, il faut vendre, il faut faire des mouvements. On fait pas du tout de trading, on fait vraiment de l'investissement long terme. On achète des actions et on fait littéralement rien pour les 5, 10, 15, 20 prochaines années. On les laisse juste naturellement travailler. Et ce qui fait que sur le long terme, c'est possible de nouveau d'aller chercher 1-2% de mieux que ce que fait le marché. De nouveau, on ne va pas rentrer dans des performances à 20, 15, 14%, c'est pas l'objectif, mais tu peux aller faire 1 ou 2% de mieux que ce que fait le marché. Et ce que je vais te montrer aussi également, c'est que tous ces investisseurs, alors c'est plus principalement aux États-Unis, tous les investisseurs qui ont pour plus de 100 millions de dollars de capitalisation, d'actifs sous gestion, ils ont l'obligation de dévoiler l'entièreté de leur portefeuille. Tu vois littéralement, ici on est Warren Buffett, Bill Gates, etc. Tu vois sur des sites, sur GrowFocus par exemple, tu as Dataroma, etc., où chaque trimestre, ces grands investisseurs mettent à jour leur portefeuille. De nouveau, l'objectif, c'est pas de copier-coller simplement leur portefeuille en se disant, si j'ai les mêmes actions, je vais avoir la même rentabilité, les mêmes performances. C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas aussi simple, mais c'est juste pour se dire qu'en fait, on voit, je reprends un peu la métaphore, mais c'est comme si tu voyais en fait l'entraînement de Roger Federer, tu peux dire, tiens, en fait, voici son entraînement, voici son plan d'alimentation, etc., je vais pas l'adapter, c'est pas parce que moi je copie-colle que je vais avoir les mêmes résultats, mais je peux fortement m'en inspirer, puis avoir juste des réflexions de pourquoi il a fait ça, pourquoi il a pas fait ça, comment il a fonctionné.
fonctionner. Et littéralement, on peut faire exactement la même chose avec des super investisseurs. C'est littéralement leur titre, hein, puisqu'ils ont plus de... Enfin, on les appelle vraiment comme ça, des super investisseurs. Et bien, littéralement, de voir, en fait, ok, ils ont eu ces performances, mais en fait, quelles sont leurs positions au portefeuille, pour quelles raisons ils ont acheté, vendu, etc. Dans le but de s'en inspirer. Pas de faire du copier-coller, mais de pouvoir s'en inspirer et à notre échelle, aller chercher peut-être 1 ou 2% un petit peu de mieux que ce que fait justement le marché. Et c'était vraiment tout le cœur de cette vidéo, te montrer que la partie fonds de gestion actifs, malheureusement, tu vas avoir une moins bonne performance que si tu diriges vers des fonds indiciels, et que même en faisant en fait de l'analyse d'actions soi-même, en gérant un portefeuille d'actions de 10, 12, 15 actions maximum, eh bien tu peux aller faire 1-2% de mieux que ce que fait justement le marché. Et c'est quelque chose qui est pertinent pour toi. De nouveau en description, tu as le premier lien, tu as la méthode complète au sein de l'accompagnement de l'Odyssée que je te dévoile concrètement comment est-ce qu'on met en place déjà un socle passif avec les ETF et comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place un portefeuille d'actions entre 10, 12, 15 actions, vraiment avec des critères précis d'analyse et pour avoir vraiment cette thèse d'investisseur, c'est-à-dire pour ne pas éviter d'être en situation de Covid, etc., d'avoir cette pression de justement vendre. C'est aussi quelque chose qu'il va falloir gérer, hein, sur le côté émotionnel, rationnel en tant qu'investisseur. Et on demande vraiment l'intégralité de comment est-ce qu'on fonctionne. Tu as le premier lien directement dans la description. C'était une question par rapport à ce qu'on a vu. C'est avec grand plaisir que je te réponds directement en commentaire. Et je te remercie pour ton temps et je te dis à la prochaine pour une future vidéo.